Face à face, Jérôme Cahuzac, nous sommes rejoints par Guillaume Richard. Bonsoir, monsieur Richard. Vous êtes chef d'entreprise. Vous faites partie de l'association de patrons Croissance Plus et vous dirigez l'entreprise O2, qui est une entreprise d'aide à la personne. Vous avez presque 8000 salariés, un chiffre d'affaires de l'ordre de 90 millions d'euros prévu pour cette année 2012. Alors, est-ce que vous êtes satisfait du recul du gouvernement sur la taxation des plus-values réalisées par les créateurs d'entreprises quand ils revendent leur entreprise? Alors, s'il y a un recul qui est avéré et total, j'en serais extrêmement satisfait. Comme l'ensemble des 20 associations ou mouvements d'entrepreneurs qui se sont opposés à cet article 6 du projet de loi de finances parce que ça met en danger tout l'ensemble et tout le système entrepreneurial. Ça met en danger tout ce système entrepreneurial. Et aujourd'hui, la première contribution que veulent apporter les entreprises et les trans-entrepreneurs, c'est des contributions en termes de création d'emplois, en termes de création de richesse pour la nation. Et c'est là où on est les plus productifs, où on peut être les plus contributeurs. Et ça mettait en danger donc tout ce système de création de richesse par les entreprises et par les entrepreneurs. Manifestement, certains parlent de recul. Pour ma part, j'y vois davantage une avancée qu'un recul, parce que quand on se comprend mieux, il me semble que ça va plus dans le bon sens que dans le mauvais. Il y a eu un malentendu, quel est-il? Après tout, autant s'en expliquer, puisque cela intéresse. Nous avions estimé, nous, que quand un chef d'entreprise vend son entreprise, qu'il la vend, qu'il réalise une plus-value, lui demander à l'occasion de cette plus-value réalisée de contribuer au redressement du pays était non seulement légitime, après tout, pourquoi s'en exonérer totalement, et qu'ensuite, dès lors qu'il l'avait vendu, qu'il en retirait des espèces sonnantes et trébuchantes au demeurant légitimement gagnées, ça ne compromettait pas l'avenir de l'entreprise, puisque précisément il la vendait et que c'est plus lui qui la dirigeait. On nous a expliqué, on a plutôt accédé à cette argumentation-là, à tort ou à raison, l'histoire nous le dira, mais on a plutôt fini par admettre que s'il n'y avait pas cette perspective de récompense, c'est-à-dire pour un chef d'entreprise, pouvoir vendre, réaliser une considérable plus-value le cas échéant, et ne pas être imposé sur cette plus-value. S'il n'y avait pas cette perspective, cette récompense du risque pris, de l'argent investi, du temps consacré, s'il n'y avait pas cette façon de compenser ce que pour beaucoup de chefs d'entreprise, on sait être une rémunération tous les mois, qui en vérité n'a rien à voir avec les rémunérations dont on entend parler pour les dirigeants des grandes entreprises du CAC 40. S'il n'y avait pas cette perspective-là, alors ils arrêteraient. Alors, pour le coup, on peut comprendre le raisonnement de M. Richard, indiquant, si moi, je n'ai pas cette perspective dans 20 ans ou dans 30 ans, quand je vendrai mon entreprise, j'arrête de me battre. Alors, de ce point de vue-là, écoutez, on a entendu. Pas satisfait je crois qu'on y reviendra. Des nouvelles mesures et d'une taxation, finalement. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas là-dedans? Vous dites que c'est incomplet. Alors, aujourd'hui, en fait, on a... Est-ce que j'avais quand même bien compris les termes du problème? Le projet de loi, pour l'instant, n'a pas... Le projet de loi, il a été déposé, adopté en Conseil des ministres, et on ne revient pas sur un projet adopté en Conseil des ministres tant que le Parlement n'en a pas été saisi. Donc c'est au Parlement que les travaux vont maintenant se dérouler, et vous savez parfaitement ce que sont les orientations des autorités françaises, puisque les choses ont été clairement dites. Mais j'aimerais vous demander, est-ce que c'était bien l'analyse que je viens de faire qui a été l'objet de ce... Ou plutôt, est-ce que c'est bien la situation que je me suis tenté d'analyser qui a été l'objet de ce malentendu? Au fond, vous estimez, au bout de 10, 15, 20, 30 ans de travail, avoir légitimement droit à une récompense, le cas échéant très élevée ou très forte, sans que celle-ci soit taxée. Et si vous n'avez pas cette perspective, vous n'investissez pas. Parce que c'est ça qui nous a été beaucoup expliqué. Alors, allez-y. C'est pas uniquement ça. Mais c'est quand même un peu ça. C'est pas uniquement ça. En fait, si vous dites que c'est pas uniquement, ça veut dire que c'est quand même un peu ça. Ça peut être ça pour un certain nombre d'entrepreneurs. Et si c'est ça pour 15 à 20% d'entrepreneurs, à ce moment-là, ces 15 à 20% d'entrepreneurs, ils partiront à l'étranger. Oui. Et au lieu d'avoir des talents qui, en France, exportent depuis la France, on aura réussi uniquement à exporter nos talents. Enfin, on dit la même chose. Il faut qu'il y ait cette perspective de récompense. Il faut qu'il y ait cette perspective de récompense en termes d'exercice lorsque l'entreprise est vendue pour que les gens restent et se donnent du mal. Je peux comprendre cet argument. Et pas uniquement pour les entrepreneurs, parce qu'il y a aussi les business angels qui, derrière, investissent dans les entreprises. Les business angels, ce sont des gens qui vont investir leur patrimoine dans des entreprises et aider ces entreprises. Ce sont des anges du business qui vont aider ces entreprises à se développer. Et moi, personnellement, j'aurais pas eu ces business angels au départ. J'aurais pas eu Monsieur Bruno Rousset, qui est le président fondateur d'Evolem, qui aurait investi dans l'entreprise. Jamais j'aurais été capable de créer 8000 emplois. Ouais, je comprends. Jamais j'aurais été capable de créer 8000 emplois. Donc vous réclamez la même chose pour les investisseurs et pas seulement pour les créateurs d'entreprises? Bien sûr, parce que c'est tout l'écosystème qui fonctionne ensemble. C'est tout l'écosystème qui fonctionne ensemble. Vous cassez quelque chose à un moment dans la pyramide, et la pyramide, elle s'écroule. Tout s'écroule. Monsieur le ministre. C'est une vision un peu systémique des choses, me semble-t-il. Peut-être un peu trop, ou même systématique.
Ce qui me gêne dans le raisonnement qui vient d'être fait, mais encore une fois, les travaux au Parlement éclaireront les choses. Ce qui me gêne, c'est que vous mettez finalement sur le même plan celui qui effectivement prend un risque en investissant. Une fois qu'il a investi, le travail qui se fait au jour le jour dans l'entreprise, c'est pas lui qui le fait, c'est le chef d'entreprise. Et donc vous demandez à ce que soit traité de la même manière celui qui au fond travaille. Vous êtes un chef d'entreprise qui a bénéficié de l'investissement de Business Angel, mais c'est vous qui travaillez. Ce ne sont pas ceux qui ont investi. Eux, ils vous regardent faire, si vous me permettez cette expression. Oui, et donc vous mettez exactement sur le même plan celui qui se donne du mal tous les jours, qui doit discuter avec les salariés, le cas échéant créer des filiales dans telle ou telle ville, parce que je crois que vous en avez créé beaucoup, celui qui a une idée stratégique, celui qui prend des risques à titre personnel, y compris sur ses biens propres. Vous mettez donc sur le même plan que celui qui investit, d'ailleurs de manière judicieuse, en tout cas vous concernant, j'en suis bien convaincu, mais qui, une fois qu'il a investi, attend de voir ce que le résultat va donner. Et donc je ne trouve pas, qu'en considérant que les deux prennent le même risque et font le même effort, je ne trouve pas que vous vous valorisez assez, voyez-vous, monsieur le chef d'entreprise. Votre réponse. Si je peux me permettre de vous faire cette remarque qui peut peut-être vous prendre à contre-pied. Je vous remercie pour ce compliment et cette valorisation. Néanmoins, si j'avais pas cette aide... Vous en avez besoin, j'ai bien compris. J'en ai besoin, et les banques Bien ne font pas ce travail, parce que c'est pas aux banques de faire ce travail. Ceux qui vont prendre des risques... Sans en discuter. Ceux qui vont prendre des risques, non, les banques, ce sont des commerçants. Ceux qui vont prendre des risques, ce sont des business angels, ce sont des fonds d'investissement, et ces gens-là, ils ont besoin en face, ils nous accompagnent, ils prennent des risques à nos côtés. Ouais. Donc pourquoi, si eux aussi prennent des risques, ils n'en seraient pas récompensés potentiellement? Ce que nous disons n'est pas contradictoire. Je ne prétends pas qu'il ne faille pas rémunérer la prise de risque. Je dis simplement que je suis surpris de vous voir dire que celui qui prend des risques, et uniquement des risques, même s'ils sont grands, et celui qui prend des risques et qui travaille, je m'étonne de vous entendre dire que les deux doivent être récompensés de la même manière. Il me semble qu'il y en a un qui doit l'être davantage que l'autre. Est-ce qu'on peut sortir de la rhétorique? Est-ce que vous envisagez d'appliquer un tarif réduit de plus-value aux investisseurs lorsque l'entreprise est revendue? Monsieur Richard sait très bien ce qu'il en est, ce qui a été proposé. Pour les chefs d'entreprise, comme on a entendu. Non, pour les chefs d'entreprise, on a compris. Oui, mais pour les investisseurs. Tous ceux qui nous écoutent soient parfaitement au fait, comme vous, de tout ce qu'il en est. Donc pour les chefs d'entreprise qui prennent un risque, pour cela, on a entendu ce que vous disiez. Et vous savez parfaitement ce que les travaux parlementaires finiront par avoir comme conclusion, en tout cas je l'espère. Pour les autres, je crois que le principe de la réforme, qui consiste à demander aux revenus du capital de contribuer comme les revenus du travail, ce principe-là ne doit pas être méconnu. Même si, ou plutôt dès lors que cette prise de risque doit être prise en considération sous forme d'abattement, par exemple. Il ne s'agit pas de surtaxer ou de décourager ceux qui investissent, vous en avez besoin, mais il s'agit de demander à ceux-là aussi de contribuer à l'effort du pays. Ou alors, expliquez-moi comment, dans ce pays, avec l'effort qu'il y a à faire, parce que seuls les salariés il faut qu'ils puissent parler, monsieur le ministre. Est-ce que ça vous satisfait, cette réponse? En fait, les amendements qui sont prévus aujourd'hui sont des amendements de deux ordres. Et des amendements en fonction du taux de détention. Mais si c'est en fonction durée de détention. De la durée de détention. Voilà. Donc, prenons un cas. Non, il y a la durée et le taux de détention. Pardon. Donc, la durée. Prenons un cas d'une entreprise de 10 millions d'euros, 500 emplois créés. D'un côté, j'ai un chef d'entreprise qui l'a créé en 4 ans. De l'autre, j'en ai un autre qui l'a créé ça en 12 ans. Celui qui l'a créé en 4 ans serait plus taxé alors qu'il a été plus performant sur la durée de détention. Sur le taux de détention, aujourd'hui, on prévoit qu'au-delà de 10-15% de détention, il faudrait au moins 10 ou 15% de détention. Moi, j'ai un associé qui n'a que 15% de détention. Il était là dès le départ. Et au fur et à mesure des augmentations de capital, parce qu'il faut permettre à l'entreprise de grandir, son taux de détention il va diminuer. Donc lui, à la fin, il va être super taxé parce qu'il ne sera plus considéré comme un fondateur. Et puis tous les actionnaires minoritaires. Ça fait deux questions qu'il faut que je réponde. Alors allez-y, parce qu'après, il faut qu'on parle d'un autre... Alors le chef d'entreprise qui crée son entreprise, qui la cède au bout de 4, au bout de 12 ans, ça ne change rien. Ça ne change rien. Et c'est précisément ce qu'on a expliqué, notamment à vos amis de Croissance Plus. Bien. Bon. Donc ça, au moins, c'est clair. Pour les investisseurs, au moins, c'est clair. En revanche. Maintenant, pour les investisseurs et la durée de détention, oui, en fonction de la durée de détention, les abattements ne seront pas les mêmes. Il me paraît quand même pas choquant de rémunérer davantage celui qui a investi 6 ans plutôt que celui qui a investi 2 ans. Si on veut inciter à la détention longue, d'ailleurs, les entreprises ont besoin d'investisseurs qui restent un certain temps dans leur entreprise. Il me paraît normal d'inciter à la détention longue en taxant davantage, je le dis, celui qui s'en va au bout de 2 ans plutôt que celui qui s'en va au bout de 6 ans. Celui qui s'en va au bout de 6 ans et qui mobilise ses capitaux pendant 6 ans mérite un traitement fiscal différent et plus favorable que celui qui s'en va au bout de 2 ans après une immobilisation pendant 2 ans. Voilà 2 réponses. Je vous remercie parce qu'on voit bien que vous avez bien vu que ce n'est pas
un point catégoriel, mais que c'est bien un point pour la France, pour la création d'emplois et pour la création de valeur. Alors maintenant, parlons de votre activité spécifique, qui est celle de l'aide à la personne. Donc désormais, que ce soit par le biais de votre entreprise ou que ce soit directement d'ailleurs, chaque personne qui fait appel à quelqu'un pour garder des enfants, pour le ménage, etc., sera soumis à un maximum de niche fiscale de 10 000 euros. C'est-à-dire qu'au-delà de 10 000 euros, là, il n'y a plus de remise d'impôt. On est bien d'accord là-dessus. Pourquoi, pour vous, c'est un handicap majeur? Alors c'est un handicap majeur parce que, contrairement à... Enfin, déjà, le fait que ce dispositif soit considéré comme une niche fiscale, c'est aberrant. C'est aberrant, c'est un dispositif de lutte contre le travail au noir. C'est un dispositif qui permet à l'emploi déclaré d'être au même niveau de coût que le travail au noir, qui rend le travail déclaré compétitif par rapport au travail au noir. C'est pas une niche fiscale. Si j'ai trop d'impôts, si je considère que j'ai trop d'impôts à payer, je vais investir dans du cinéma, je vais investir dans les dom-toms, je vais investir dans un immobilier, je vais investir, etc. Mais je ne vais pas prendre une femme de ménage, prendre une garde d'enfants ou de l'accompagnement à domicile pour mes parents âgés pour réduire mes impôts. Donc déjà, le simple fait de considérer les services à la personne comme une niche fiscale, c'est quelque chose qui me gêne profondément parce que c'est un dispositif de lutte contre le travail noir. Et en tant que socialiste, l'avantage numéro un de ce dispositif... Là, vous parlez de moi, vous ne parlez pas de vous. Non, je parle de... Ça, pour moi, en tant que socialiste, vous devriez être extrêmement préoccupé. Je ne vous dirai pas, je suis de toute façon là pour représenter les entreprises et non pas un parti. Donc, vous devriez être préoccupé par justement les travailleurs. Et les travailleurs, les salariés sont les grands gagnants de ce dispositif. Parce que ce dispositif leur permet d'être déclarés, leur permet d'avoir une retraite, leur permet d'avoir... etc. etc. Sur ce point-là, vous n'avez pas besoin de me convaincre. Qui a inventé ce système ? C'est la gauche. Un gouvernement de gauche. Absolument. Qui l'a modifié ? Un gouvernement de droite. Qui a assumé les modifications du gouvernement de droite ? Un gouvernement de gauche. Qui assume aujourd'hui ce dispositif ? Un gouvernement de gauche. Il ne s'agit pas de revenir sur les avantages fiscaux attachés au travail à domicile. Ça n'est pas dans le projet de loi de finances. Ne faisons pas semblant de voir ce qui n'y est pas. Ça n'y est pas. Bien. Quant à savoir si c'est ou pas une niche fiscale, vous estimez que le terme niche fiscale est stigmatisant. Vous avez tort. Vous avez tort. Parce qu'une niche fiscale, c'est simplement un terme générique qui regroupe des dispositions qui reviennent à permettre à ceux qui l'utilisent de payer moins d'impôts. La niche fiscale, ça n'est pas nécessairement stigmatisant. La fiscalité a de tout temps été utilisée par tous les États du monde, dans le passé comme maintenant, pour inciter à des comportements ou désinciter à d'autres comportements. Donc oui, ce dispositif est un niche fiscale pour inciter à blanchir un travail qui jusqu'alors se faisait au noir, et il n'est pas question de revenir sur le principe de cette incitation fiscale. Pourquoi est-ce que nous pensons que ce plafonnement ne changera pas, contrairement à ce que vous semblez croire, les choses? Parce que, comme vous le savez bien, ce dispositif permet de déduire la moitié d'une rémunération plafonnée. 12 000 euros, 1 500 euros de plus par enfant, donc jusqu'à 15 000 euros. Et puis pour les personnes dépendantes, 20 000 euros. La moitié. La moitié de 20 000 euros, c'est combien? C'est 10 000. Oui, donc de toute façon, c'est dessous. Alors maintenant, vous êtes en train de me dire, il va falloir que certains ménages choisissent entre un travail à domicile et par exemple une défiscalisation outre-mer. Bah oui, c'est le principe du plafonnement global des niches, étant entendu que les ménages qui peuvent défiscaliser 10 000 euros, vous savez comme moi ce qu'est leur niveau de revenu. Nous parlons là d'une toute petite minorité de nos concitoyens. Parce que pour défiscaliser 10 000 euros, il faut déjà avoir 10 000 euros d'impôts à payer. Sauf que, M. Cahuzac, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez arbitrer, d'autres sur lesquelles vous ne pouvez pas. Si vous avez déjà investi dans un dispositif cellier, vous avez 8 250 euros par an qui vont être déduits. Donc, il va vous rester 1 750 euros pour les services à la personne. Et après, ce n'est pas que je pense que ça va avoir un impact, c'est que je l'ai déjà constaté. J'ai déjà constaté un taux de disparition de clients. Pourquoi c'est très surprenant ? J'ai déjà constaté un taux de disparition de clients que je n'ai jamais eu. J'ai déjà constaté une chose que je n'avais jamais connue. C'est une cinquantaine de salariés qui sont venus nous voir pour nous dire « Nos clients nous ont demandé de passer en direct au noir avec eux ». C'est un truc de fou. S'il y en a 50 qui m'ont contacté, ça veut dire qu'il y en a 500 ou 1000. C'est-à-dire qu'il y en a 500 ou 1000 à qui ça a été proposé. Alors, donc, la réalité, c'est que, en fait, cet aspect d'anxiété, le fait que ça bouge régulièrement, c'est un élément qui est anxiogène pour les clients, pour les entrepreneurs, pour les salariés. Et ce que nous vous demandons à la Fédération des entreprises de services à la personne dont je fais partie, c'est on vous propose un engagement extrêmement simple, c'est 100 000 emplois créés dans les entreprises dans les 3 ans s'il y a un maintien du cadre réglementaire et fiscal. Je pense que c'est une proposition qui est extrêmement concrète, extrêmement raisonnable. On maintient le cadre réglementaire et fiscal, notamment les 50% de réduction d'impôts.
Comme ça, on est capable de donner un cadre aux entreprises. Comme ça, on est capable de donner de la visibilité aux salariés. On est capable de donner de la visibilité aux clients, aux particuliers français. Et on peut développer l'emploi en France. Et on peut développer des mesures qui vont pour l'équilibre homme-femme, parce que ce sont les femmes qui sont les premières bénéficiaires de ces dispositifs. Alors, la réponse à cette proposition. Deux réponses. La première, je suis quand même surpris que les gens s'inquiètent, car cette disposition ne s'appliquera qu'en 2014, puisque ça sera pour les revenus 2013. Vous savez très bien qu'en 2012, on ne peut pas prendre une disposition qui aboutirait précisément pour les raisons que vous avez indiquées, des engagements ont déjà été pris ici ou là, précisément parce que ces engagements ont déjà été pris avant que la loi ne puisse être votée, cette disposition ne s'appliquera pas en 2013. Le plafonnement global des niches, c'est pour 2014. Donc ça ne concerne pas l'impôt pour 2013. Donc je suis très étonné qu'il y en a qui s'inquiètent pour leur imposition en 2013 au regard de cette disposition, de ce projet d'article. Mais on s'inquiète toujours. Car encore une fois, que tout est une question ça de n'est que confiance. pour 2014. Oui, mais parfois aussi d'ignorance. Je ne suis pas certain que tous aient compris que ça ne s'appliquait qu'en Alors, 2014. sur la proposition. Merci de me l'avoir permis. Quant à la proposition que vous faites, je ne vous demande même pas un engagement de création d'emplois. Je ne vous demande même pas. Pourquoi ? Parce que c'est l'intérêt général qui commande d'avoir une stabilité fiscale une fois que l'effort aura été consenti. Et ça, le président de la République s'est engagé à cette stabilité fiscale. Il faut cette stabilité fiscale. Les choses ont trop bougé, trop souvent, trop longtemps, permettez-moi de vous le dire, notamment ces dernières années. Et ce n'est pas nous qui étions en responsabilité. Donc je ne vous demande même pas cet engagement de 100 000 emplois. C'est parce que c'est l'intérêt général qui commande. Il vous demande de supprimer la mesure. Qui commande. Il vous demande de supprimer la mesure. Naturellement, nous ne supprimerons pas cette mesure pour les raisons que je viens d'indiquer, Non, mais on peut- ne serait-ce que parce qu'elle ne s'applique pas en 2013. Donc arrêtons de crier avant même d'avoir mal. Mais on peut Par sortir, pitié. les services à la personne, comme on a sorti les investissements dans le cinéma, comme on a sorti les investissements dans les dom-toms, comme on a sorti tant de Non, les de investissements dans les mesures. dom-toms restent plafonnés à 18 000 euros plus 4% du revenu fiscal de référence. Mais ce sont des détails techniques. Ce que je crois, c'est que les niches fiscales, et encore une fois, ça n'est pas stigmatisant en soi. Certains dispositifs sont choquants, d'autres moins, voire d'autres souhaitables et donc pas du tout choquants. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce manque à gagner pour l'État, c'est 75 milliards d'euros chaque année. Toutes sont indispensables? Non. Est-ce à l'État de faire le tri? On sait bien que c'est impossible pour l'État de faire le tri. Pourquoi celle-là et pas telle autre? D'ailleurs, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Pourquoi vous avez sorti telle niche et pas telle autre? C'est ça l'intérêt du plafonnement. C'est que ça permet aux agents économiques, ménages comme entreprises, de faire leur choix économique. Parce que ce sont ceux-là qui doivent prévaloir. S'ils en ont la possibilité, encore une fois, et encore une fois, par ailleurs, c'est un plafonnement par Je ne crois pas foyer que- fiscal et non pas par part fiscale. Ce qui fait que, par exemple, un couple dont les deux personnes sont mariées, ils auront 10 000 euros de plafonnement. Un couple dont les deux personnes sont en union libre, ils auront 20 000 euros de plafonnement. Et là, il y a une injustice criante pour tout un ensemble de Français et contre le mariage, alors qu'en plus, il y a une promotion du mariage. Vous savez aussi quel est l'avantage du mariage avec les parts fiscales. Vous y gagnez au titre du plafonnement des niches, mais vous y perdez au titre des parts fiscales. Donc tout ça est beaucoup plus compliqué que vous semblez. Enfin, pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est un tout petit peu plus compliqué que cela, mais la fiscalité est souvent matière complexe. Quoi qu'il en soit, il faut arrêter de dépenser au-delà de ce que l'on peut payer. Il faut Tout à fait arrêter. d'accord. Il faut arrêter. Tout à fait d'accord. Le Et là, on est plafonnement sur- global des niches est, je le crains, une nécessité. Il y a un trop fort manque à gagner. Songez qu'entre 2002 et 2007, la dépense fiscale au titre des niches a été augmentée par les gouvernements Raffarin et Villepin de 50 à 75 milliards d'euros. 25 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État. C'est considérable. Regardez les déficits auxquels nous sommes confrontés. Donc bien sûr qu'il faut faire un effort, tout en veillant à ne pas soit empêcher les entreprises de se développer, soit en renvoyant dans la clandestinité des métiers dont précisément nous avons voulu que ces métiers sortent. Voilà. Tout à Alors, fait d'accord, on va d'autant plus conclure. que la niche fiscale, en tout cas les services à la personne, il y a un rapport d'un cabinet indépendant qui a démontré, Indépendant de qui? totalement indépendant de toute Allez-y, connotation, parce que qui a là, il nous démontré reste 30 secondes. que les services à la personne rapportaient 8,9 milliards alors qu'ils n'en coûtaient que 6,6, soit un résultat positif pour la collectivité et donc quelque chose qui est Donc, intéressant ce pour tout le dispositif que monde. nous avons instauré, que la droite a maintenu, que nous assumons, ce dispositif est un bon dispositif. Absolument. Il n'est pas prévu dans ce projet de loi d'y toucher. Nous ne souhaitons pas renvoyer dans la clandestinité des métiers que nous avons voulu faire sortir de cette clandestinité. Si en revanche, il faut que d'autres admettent qu'en matière de dépenses fiscales, on ne peut plus dépenser autant. Il faut faire un effort. Merci beaucoup. Merci, Merci à Monsieur vous. Richard, de nous avoir rejoints. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Olivier Mazzarol. Voilà, l'émission